Bonjour à toutes et bonjour à tous et nous revoici pour une nouvelle vidéo de comprendre comment marche Internet. Dans cette vidéo, nous allons parler des emails, ou comme on dit en français, des courriels. Donc, je pense que tout le monde sait ce qu'est un email. Je pense que vous en avez déjà reçu, déjà envoyé. C'est des petits messages que l'on s'envoie. C'est l'équivalent de nos lettres postales, sauf que cela se trouve en ligne et qu'il n'y a pas de timbre à payer. Donc, c'est un peu mieux quand même. Et donc, c'est très bien, vous envoyez des mails, vous en recevez, mais est-ce que vous savez ce qui se passe derrière? Ben, pas forcément. Et c'est justement ce que l'on va voir dans cette vidéo. Donc, il faut savoir qu'il y a deux processus. Quand on envoie et reçoit un mail, c'est tout simplement la distinction entre l'envoi d'un mail, justement, et la réception d'un mail. Ce sont deux processus totalement différents. Ils peuvent être faits par deux serveurs totalement distincts, mais bon, de nos jours, maintenant, on a beaucoup de serveurs de messagerie qui font envoi et réception. Mais il faut bien comprendre que c'est deux processus distincts, et donc j'ai séparé ces deux processus dans cette vidéo. Donc, on va commencer par l'envoi d'un mail. Je souhaite envoyer un mail, donc moi je suis yann.bidon@hotmail.fr et je souhaite écrire à une.ami@gmail.com. Comment est-ce que ça va se passer? Tout d'abord, il me faudra un client de messagerie et un serveur de messagerie. Parce que tout simplement, c'est une relation client-serveur, comme on peut le voir pour les sites internet par exemple. Donc un client de messagerie, ce qu'on appelle également un MEA pour Mail User Agent, c'est tout simplement tout ce qui est Outlook, Thunderbird, mais également les webmails. Lorsque vous allez sur votre sur webmail Hotmail par exemple, ou encore sur la boîte de messagerie Orange, tout ça, c'est ce qu'on appelle un client de messagerie, donc c'est un MEA. Ensuite, il nous faut un serveur de messagerie qui appartient cette fois au service qu'on utilise. Donc en l'occurrence, j'utilise Hotmail, donc ça va être tous les serveurs de messagerie d'Hotmail. C'est lui qui va envoyer tout simplement mes messages. En l'occurrence, on appelle ça un MTA pour Mail Transfer Agent. Donc, comment ça se passe? Je souhaite écrire un message. Donc tout d'abord, j'écris mon mail sur mon client. Donc en l'occurrence, je mets le sujet, je mets le destinataire, je mets les pièces jointes, etc. Ensuite, je vais l'envoyer au serveur de messagerie d'Hotmail. Donc pour ça, j'utilise un protocole qui s'appelle le protocole SMTP, donc Simple Mail Transfer Protocol. Et ensuite, mon mail, voilà, hop, il va sur le serveur de messagerie du service que j'utilise. En l'occurrence, j'utilise Hotmail. Bien. Lui, de son côté, le serveur Hotmail, il va voir le mail, il va voir que c'est destiné à une.ami@gmail.com. Lui, tout simplement, il voit gmail.com. Donc lui, il va comprendre qu'il va falloir qu'il parle avec les serveurs de messagerie de Gmail. Il va voir le serveur de messagerie Gmail, qui est également un MTA, et encore par une simple requête SMTP, donc Simple Mail Transfer Protocol, il va envoyer le courrier sur les serveurs de Gmail. En l'occurrence, c'est évidemment sur le serveur de réception. Là, j'ai fait une distinction. Là, en gros, c'est un serveur d'envoi. Et là, c'est un serveur de réception. Il va réceptionner le message que le serveur d'envoi lui envoie. À partir de là, il peut y avoir un rejet. Donc, il peut y avoir une potentielle notification de rejet. Donc là, c'est vraiment s'il y a une erreur dans le protocole, en gros. C'est par exemple si le message finalement ne lui est pas destiné. Il est envoyé à Gmail alors que finalement, en fait, c'est une adresse Yahoo. Ensuite, il y a le non-respect des normes. C'est très simple. Si ma requête SMTP est vérolée, simplement, je vais la refuser parce que le message sera corrompu. Ensuite vient la liste noire. Il faut savoir qu'il y a des services qui font tout simplement un blacklist de tous les serveurs de spam, qui sont connus pour faire du spam en tout cas. Et certains services, comme notamment par exemple Gmail ou n'importe quoi, utilisent ces listes pour tout simplement censurer dès la réception tout ce qui est spam, etc. Donc si un jour votre serveur est blacklisté, vous n'avez pas de peau parce que ça voudrait dire que tous les messages que vous envoyez sont supprimés avant. Donc évidemment, il y a une notification de rejet qui est envoyée au serveur d'envoi, c'est-à-dire à celui-là, et puis qui l'enverra également au client pour dire que son message n'est pas passé.
Mais en plus de ça, là c'est simplement les notifications de rejet. En plus de ça, le serveur de réception doit également gérer tout ce qui est j'ai plus de place sur mon disque dur par exemple, ou j'ai un problème interne, ou d'autres choses comme ça. Donc voilà comment ça se passe, l'envoi d'un mail. Ça s'arrête ici. Nous avons un client qui envoie à son serveur de messagerie du service, qui est un serveur d'envoi. Le serveur d'envoi va envoyer le mail à un serveur de réception du service visé, en l'occurrence Gmail, et celui-là, il va traiter s'il peut prendre ou pas. Après, s'il ne prend pas, nous avons le magnifique mail, généralement c'est Mail Delivery Service, qui nous dit que ça n'a pas abouti. Donc ensuite vient la réception. Donc la réception peut se faire par deux protocoles. Il y a le protocole POP et il y a le protocole IMAP. Donc là, je vais parler du POP, donc Post Office Protocol. Donc en gros, le protocole de la poste. C'est ça. Il existe en plusieurs versions, donc en l'occurrence, celle qu'on utilise, c'est le POP 3. Donc imaginons que là, j'ai mon client. Donc là, imaginons c'est le client de une.ami@gmail.com. Et là, ça va être le serveur de réception de Gmail. Donc le client, lui, il va arriver, il va se connecter, enfin, il va lancer le service. Donc le service va demander est-ce qu'il y a un nouveau message pour lui. Le serveur, lui, il a un mail pour cette personne. Du coup, il va lui transférer le mail. Voilà. Et comme on peut le voir, le mail, il a été transféré. C'est-à-dire que désormais, le mail se trouve sur le client, il se trouve sur le client de la personne. C'est par exemple ce qui se passe lorsqu'on utilise Outlook. Le logiciel de messagerie comme ça, qui utilise du POP, tout simplement prend les messages qui se trouvent sur le serveur et les met en version locale sur votre PC. De ce fait, ça a l'avantage de pouvoir accéder à vos mails même quand vous ne disposez pas d'une connexion internet. Autrement dit, ça permet de consulter vos mails de manière hors ligne. Mais par contre, cela signifie qu'ils ne sont plus accessibles sur les serveurs. Donc par exemple, si après vous allez avec votre portable sur votre serveur, lui il va vous dire vous n'avez pas de nouveau message et vous ne pouvez pas consulter sur le serveur le message que vous venez de recevoir sur votre PC. Pourquoi? Parce que ce dernier sera sur votre PC. Donc ensuite on a le protocole IMAP, donc là c'est Internet Mail Access Protocol. Lui c'est très simple, vous avez un client, vous avez un serveur, et le client ne fait que consulter le serveur. Là, par exemple, c'est tout ce que vous avez dans les webmails, par exemple, mais également les logiciels, chaque Outlook, on peut le configurer pour qu'il ne fasse qu'une copie et non pas qu'il prenne purement et simplement le mail qui est sur le serveur. Et par exemple, tout ce qui est le client de Hotmail, par exemple, qui est en ligne, ou encore la messagerie d'Orange qui est également en ligne, nous faisons simplement pour consulter les serveurs mail, nous ne les avons pas sur notre PC. Le problème de cela implique qu'il nous faut une connexion internet pour pouvoir accéder à nos mails. Mais par contre, justement, on peut se connecter sur plusieurs devices à la fois, à plusieurs machines. On pourra consulter les mêmes mails n'importe où. Donc par exemple, c'est très simple, sur un téléphone portable, ça utilise sûrement des protocoles IMAP, parce qu'on ne va pas télécharger les messages sur votre téléphone. À la différence entre les deux grands protocoles, donc IMAP et POP. Alors là, vous pouvez me poser la question, mais comment est-ce que le client, ou même le serveur d'envoi, connaît l'IP du serveur mail? Voilà une très bonne question. Parce que vous avez vu que tous les envois, on est d'accord, se passent par des adresses IP. Toutes les connexions en TCP/IP, on a besoin d'une IP de destination. Donc, quand on rentre une adresse mail, yann.bidon@hotmail.fr, c'est bien, mais on n'a pas l'adresse IP. Alors vous allez me dire, oui, mais on a hotmail.fr. Ah oui, bien sûr, cela me donne un serveur. Mais après, le problème, c'est que là, le serveur, ça va être un serveur général, enfin c'est le serveur d'Hotmail, ça porte son nom. Ça veut dire, par exemple, vous allez tomber sur le site internet si vous allez sur Pôle 80, etc. Mais le serveur mail d'hotmail.fr, il se trouve peut-être sur des sous-serveurs, sur un autre réseau, on ne sait pas. Donc finalement, comment est-ce que on peut savoir quelle est l'adresse du serveur de mail? En fait, cela se trouve dans les informations DNS. Dans les informations DNS, il y a un champ qui s'appelle MX pour Mail Exchanger
et qui contient les adresses IP du serveur jouant le rôle de serveur mail. Donc je vais voir les informations DNS, donc je vais utiliser la commande nslookup. Ensuite je veux voir que les informations sur les mails, donc je vais faire un set type égale mx. Donc là ça va me mettre un filtre où je vais recevoir que les champs mx. Et ensuite je vais taper une requête, c'est très simple, je vais aller voir hotmail.fr. Hotmail.fr, voilà, merci. Donc on peut voir que finalement hotmail.fr comme serveur mail, il en a 4. Enfin non. Là je suis allé un peu trop vite. Justement c'est un piège, ne pensez pas qu'il n'a que 4 serveurs. C'est faux. Excusez-moi pour justement avoir fait l'amalgame, mais ça montre bien justement l'erreur. Non, il n'y a pas 4 serveurs. Par contre, il y a 4 noms de domaine, qui est pas du tout pareil. Donc on peut voir ici qu'il y a 4 noms de domaine qui pourront correspondre à des serveurs. On peut voir justement mx1, mx2, mx3 et mx4.hotmail.com. Donc en réalité, quand j'envoie un mail à par exemple yann.bidon@hotmail.fr, il va en prendre un. On peut voir que les préférences sont les mêmes, donc en gros il va en prendre un au hasard. Il va essayer d'accéder non pas à hotmail.fr, puisque ce n'est pas là qu'est le serveur mail, mais à mx de 1 à 4.hotmail.com. Et si on regarde un petit peu, là je vais faire un ns lookup de mx1.hotmail.com. Voilà, il me semblait. Hop, ici on peut voir que derrière ce nom de domaine, il y a en réalité beaucoup plus de serveurs que 1. On peut voir qu'il y a 3 et 3.6 et 3.9 et 3.12. Donc derrière simplement ce nom de domaine, il y a 12 serveurs de mail. Voilà, c'est ce que je disais, n'allez pas croire que finalement il n'y a que 4 serveurs. Non, c'est 4 noms de domaine et chaque nom de domaine pointera sur différentes machines. En l'occurrence, il y en a 12. J'imagine que si je fais un ns lookup de mx2, j'imagine que ça va me retourner les mêmes serveurs. Hein. Le but, c'est évidemment de ne pas surcharger un nom de domaine. Ouais, c'est ça, ça me retourne les mêmes. Ça me retourne les mêmes, mais pas dans le même ordre. Ouais, bon. Donc voilà, en gros, comment ça se passe. Tout simplement, lorsque je vais écrire, par exemple, moi je suis Yann. J'écris mon mail à mon ami. L'adresse de destination, c'est l'adresse de l'expéditeur, c'est yann.bidon@hotmail.com. Donc quand je vais vouloir l'envoyer, le service va regarder hotmail.com, il va voir le DNS d'hotmail.com, il va recevoir l'adresse IP d'un serveur, n'importe lequel. Il va ensuite l'envoyer à cette adresse IP, donc à un serveur de mail d'envoi d'Hotmail. Et après, en fait, le serveur d'envoi d'Hotmail va faire exactement la même chose. Il va regarder les adresses de destination cette fois, donc en l'occurrence gmail.com. Il va encore faire une résolution du nom de domaine sur gmail.com. Il va récupérer le champ mx pour voir quel est le serveur d'envoi de Gmail. Il va envoyer notre message à ce serveur, à l'adresse IP qu'il aura récupéré. Donc voilà comment marche l'échange de mail. En gros, quel est le processus qui se passe entre l'envoi d'un mail et la réception d'un mail. Mais maintenant, regardons aussi un peu, on n'en a pas encore parlé, qu'est-ce qu'un mail? Ici, j'étais en train d'envoyer un mail, tout simplement. Donc on peut voir que j'envoie un mail à moi-même. Et ici, j'ai deux champs, CC et CCI. Donc en gros, c'est tout ce qui est copie carbone. C'est-à-dire qu'en fait, je vais mettre les personnes qui sont dans les champs CC en copie. C'est-à-dire que je vais mettre une copie de ce mail à ces personnes. La différence entre un champ CC et un CCI, c'est que le I veut dire invisible. Autrement dit, quand je vais envoyer mon mail, je verrai que je l'ai envoyé à Yann et à contact@yannbidon.fr. Par contre, je ne verrai pas que je l'ai envoyé à yann.bidon.pro. Donc ici, j'ai mis un vieux tableau tout moche en HTML pour mettre this is the test. Vous pouvez voir, si je vais en mode HTML, c'est du HTML basique. Et j'ai mis une petite pièce jointe. Donc là, je vais m'envoyer le mail. Voilà, donc je viens de le recevoir.
bien voir que j'ai reçu avec ma pièce jointe et mon magnifique tableau. On peut voir que le destinataire c'est bien Yann, donc c'est bien moi, et je peux aussi voir que ici je l'ai envoyé en copie à l'adresse contact yann.bidon. Par contre, si je regarde dans le détail, je n'ai pas le champ CCI, donc je ne peux pas savoir que j'ai envoyé sur mon adresse pro. Là c'est bien, mais on peut aller voir encore plus en profondeur en allant voir la source, afficher la source. Voilà. Donc cette fois on rentre en profondeur, qu'est-ce que contient un mail réellement? Donc voilà, on peut voir finalement quel est le code source de notre mail. Ici, les champs que l'on peut voir là, c'est principalement ce que l'on appelle des headers. Donc ceux qui ont déjà fait du PHP, je pense que vous êtes déjà amusé à remplir des headers lorsque vous envoyez un mail. Donc ça contient plusieurs informations, notamment from, donc en l'occurrence le destinataire, to, le champ CC qu'on peut voir donc en copie, le sujet, la date, le niveau d'importance, le type mime, ce qui en X et d'autres informations que nous qui remplissons, qui sont mis automatiquement, notamment le retourne pas, c'est tout simplement si je veux répondre, je réponds à quelle adresse. Ensuite on peut voir un champ bizarre, ça a l'air bizarre, c'est des chiffres, des lettres. Ouais, bon. Alors ça c'est ce qu'on appelle une boundary, c'est donc comme son nom l'indique une frontière, c'est ce qui va séparer les différentes composantes de notre message. En l'occurrence, cette boundary-là sépare l'entête du contenu même de notre message. Cette boundary qui indique que là, c'est le contenu de notre message même. Donc ensuite, il y a un content type. Quel est le type du contenu de notre message? En l'occurrence, multipart alternatif. Ça veut dire que ici, j'ai une pièce jointe et qu'en plus, j'ai différents types de formats. Comment est-ce que je distingue ces différents types de formats? Par la boundary suivante. Ça tombe bien, juste après, j'ai la boundary suivante. Ça veut dire que je sais qu'il y a un nouveau type ici. En l'occurrence, le type m'est expliqué juste en dessous, c'est le text plain, c'est-à-dire du texte simple. On peut voir que finalement, c'est mon test, this is a test. Alors ça, c'est pour les versions qui ne comprennent pas la version HTML, donc qui ne comprennent pas mon tableau, etc. En réalité, lorsque vous faites une version HTML, il y a toujours une version text plain pour ceux qui tout simplement sont incapables d'y lire. Donc, ils verront simplement le message qui est ici, donc en l'occurrence, this is a test. On peut reconnaître notre boundary, donc ça indique ici qu'il y a un nouveau format encore, qui est indiqué juste ensuite, qui est le texte, cette fois HTML. Donc là, on peut retrouver finalement le code HTML avec le body, le tableau comme j'avais tout à l'heure. Donc là, après, on ferme notre boundary. Donc on dit, ça y est, c'est fini le message, que ce soit en text plain ou en texte HTML. Et on va continuer le contenu de notre mail, sauf que cette fois, ça sera dans le content dispose attachment, c'est-à-dire en gros, ça sera la pièce jointe qui s'appelle filename back.txt. Et là, ensuite, ça va contenir notre back, notre fichier, mais évidemment encodé de manière totalement illisible. Ensuite, nous, en fait, on n'aura plus qu'à récupérer ça, notre flux, et ça va nous permettre de recréer notre fichier derrière. Donc, en réalité, voilà comment fonctionne un mail, tout simplement. Des entêtes qui contiennent différentes informations, notamment le de, à, en copie vers quoi, le sujet, la date, l'importance, etc. C'est séparé par ce qu'on appelle des boundaries, donc c'est une série aléatoire de chiffres et de lettres. Chaque boundary contient ce qu'on appelle un content type, pour dire finalement quel type contient la dite partie. Donc en l'occurrence, il y en a toujours une, en fait on a header, boundary, contenu du mail, et boundary de fin. Ça c'est toujours. Et après, dans ce contenu de mail, il peut y avoir encore d'autres séparations, d'autres boundaries. En l'occurrence, j'en ai deux ici. J'ai celle qui sépare pour le texte plain, le texte basique, et une autre qui sépare pour le texte en HTML. Et enfin, après, je retourne sur mon corps de page de mon mail, et en plus de ça, j'ai une nouvelle boundary pour séparer, pour dire cette fois, en plus, j'ai un content dispose attachment. Donc en gros, cette fois, j'ai une pièce jointe avec évidemment un file name pour retenir son nom. Ici, j'ai toutes les informations, tout le contenu de mon fichier encodé en base 64. Voilà en réalité ce qui se passe lorsque vous envoyez un mail. En réalité, vous envoyez ce message. Et puis après, vous l'avez vu, comment est-ce que se déroule l'envoi d'un mail et sa réception.
Donc, je pense que nous avons vu globalement comment est-ce que marche un mail. Donc j'espère que cette vidéo a été instructive, qu'elle vous a plu. Donc merci de m'avoir suivi et à une prochaine fois pour une nouvelle vidéo.